Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve après une certaine pause d'été parce que mon été a tout simplement été très rempli. J'ai plein de vidéos à vous tourner, donc j'ai beaucoup de retard, mais j'espère que ça ne vous aura pas dérangé. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo French Touch parce que il y a de plus en plus de mangaka français qui sont sur le marché et je sais que certaines personnes ne sont pas forcément au courant de la diversité qu'on peut avoir désormais dans le manga français. Donc j'avais très envie de vous présenter ma collection personnelle de mangas, de global manga comme on appelle ça, parce que ce ne sont pas des mangas du coup japonais, ce sont fait des mangas créés par d'autres auteurs, donc ça a l'étiquette global manga, mais pour moi ça reste du manga, c'est tout à fait similaire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 17 auteurs que je possède dans ma mangatech et vous donner un petit avis dessus, un petit pitch pour voir si potentiellement certaines séries pourraient vous intéresser. Je sais qu'à la Japan Expo, je me suis fait dédicacer énormément de ces titres, moi j'en suis extrêmement ravie, et quand j'ai parlé avec d'autres personnes, il y en a plein qui étaient super étonnés en mode « Ah bon, mais il y a autant d'auteurs français que ça, j'ai eu pas ce type de questions ». Et du coup, c'est là que je me suis dit « Il faut absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus ». On commence tout de suite avec notre première autrice. En premier, je vais du coup vous parler de Anaïs Eustache, que vous pourrez retrouver sur les réseaux sur siana.eus. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos tous les noms des auteurs sur Instagram pour que vous puissiez les retrouver. Donc du coup, nous sommes cette fois sur une autrice que vous pouvez voir, elle a un style très coloré au niveau des couvertures, etc. C'est vraiment très très sympa. Elle a publié 2 séries chez les éditions Clair de Lune. Tout d'abord une série en 2 tomes. Alors c'est une édition perfecte que j'ai, donc c'est des tomes un peu épais. Mais sinon il y a une autre version normale qui est du coup terminée en 3 tomes et celle-ci terminée en 2. Et elle a une autre série actuellement en cours qui s'appelle Circé, toujours aux éditions Clair de Lune, qui a 3 tomes de sortie et j'attends le 4e avec énormément d'impatience parce que je suis extrêmement fan de son univers. Alors on sent tout de suite qu'elle a des thématiques environnementales qui lui tiennent beaucoup à cœur, ça se ressent énormément dans ces 2 titres. Je vais surtout vous parler plus de Circé car je le trouve un peu plus mature, un peu plus peut-être intéressant en termes d'histoire, même si Azuré pour moi ça a été une lecture vraiment pépite. C'est en gros tous mes fantasmes d'adolescente qui se sont concentrés en 2 tomes. Azuré pour moi c'était vraiment tout ce que je pouvais rêver quand j'étais petite en termes d'aventure, etc. Et ça a été vraiment condensé dans cette histoire. Du coup je la surkiffe de fou, mais c'est vrai que je préfère vous présenter peut-être Circé qui est un peu plus d'actualité. Donc du coup pour l'histoire, bienvenue à Paris, élue pour le 68e mois consécutif ville la moins polluée du monde. C'est grâce aux cyanelles que nous pouvons respirer un air purifié à l'intérieur de nos maisons. Dans un Paris futuriste, la pollution est tellement présente que toute végétation a disparu. Depuis peu, une plante gigantesque a fait son apparition au cœur de la ville et les autorités veillent à ce que la population ne s'en approche pas. Thomas, un jeune étudiant scientiste, se livre secrètement à l'étude de ce phénomène, peut-être un espoir pour une vie meilleure. Élevé par sa grand-mère passionnée de sorcellerie, il est souvent victime d'hallucinations. Un jour, il croise une étrange jeune fille aux yeux très clairs qui s'évanouit dans les airs. Dès lors, son destin va basculer. On va suivre Thomas, du coup notre personnage principal qui va être entouré par plusieurs autres protagonistes, notamment il va avoir 2 très bons amis, il y a sa grand-mère et il y a une jeune fille qui va être un personnage très intriguant et très central de l'histoire. L'autrice a un style de dessin absolument magnifique, franchement moi je trouve les visages, les expressions, je les trouve absolument incroyables, je prends un plaisir fou à lire cette série. Donc voilà pour quelques exemples de planches, je suis vraiment fortement conquise par cet univers. Donc c'est une autrice que je vais suivre avec beaucoup d'attention, en plus elle est vraiment adorable, j'ai pu discuter avec elle à la Japan Expo, elle m'a même dédicacé mon tome. Franchement c'est une série qui mérite vraiment le coup d'œil, en plus ça fait du bien je trouve justement d'avoir des mangas avec nos codes occidentaux, parce que c'est vrai que parfois il se passe certaines choses dans les mangas japonais et on sent tout de suite en fait la différence de culture, notamment je trouve sur les romances qui sont très très douces et pas très très matures en général, ou alors ils vont faire tout un bataillesse de se tenir la main, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Alors pour le coup là tous les mangas que je vais vous présenter en français, il y a très très peu de romances, mais en tout cas ça fait du bien de lire un peu nos codes occidentaux dans des mangas. Ensuite, je vais vous parler de Romain Lemaire, qui est du coup l'auteur de Everdark, une série publiée chez Pika Éditions. C'est actuellement en cours avec 7 tomes.
Pour avoir discuté un peu avec l'auteur, je sais qu'il a prévu une très longue suite parce que apparemment il aimerait terminer un premier arc en 10 tomes et il aimerait bien faire 3 arcs narratifs. Donc normalement c'est une série qui va durer dans le temps. Romain Lemaire, son nom vous dit peut-être quelque chose car il est le cousin de Renaud Lemaire qui est du coup cette fois auteur de Dreamland. D'ailleurs c'est comme ça qu'il a mis il a fait un premier pas dans le monde du manga, c'est en devenant assistant sur les dessins de Dreamland. Pour autant, je connais pas trop les dessins de Dreamland parce que je connais pas la série, je pense pas que l'univers ressemble, parce que là on est vraiment sur du badass, l'histoire prend énormément de temps à se construire, mais les dessins sont fous. En termes de détails, les planches sont vraiment à un niveau très élevé, et je pourrais honnêtement passer des heures à admirer les planches parce qu'elles sont vraiment superbement réalisée. Pour l'histoire, il faut s'accrocher un peu, comme je disais, elle est un peu complexe, il y a énormément de choses qui vont être dévoilées au fur et à mesure des tomes. Du coup, le premier et le deuxième tome peuvent être un peu abrutissants par passage parce que voilà, tu prends un condensé d'informations, on te lâche dans un univers totalement nouveau que tu ne connais absolument pas, il y a même un lexique très particulier qui est attribué aux différents mondes. Et du coup, on met un peu de temps à s'imprégner de tout ça, mais passer ces 2 premiers tomes, après c'est un pur plaisir, on sent que l'histoire est super maîtrisée, on voit que l'auteur a vraiment une histoire qui veut nous raconter, des enjeux énormes qui vont être développés plus tard, donc je trouve que c'est un véritable plaisir à ce niveau-là. Donc si vous aimez pas lire énormément et si vous aimez pas les univers complexes, vous allez pas kiffer ce style d'histoire. Mais sinon, le synopsis... Sur les restes d'un monde qui s'effondre, un mystérieux garçon se dresse face à l'ambition démesurée du royaume de Solaris. Vestiges d'une ère disparue, de géantes divinités pétrifiées appelées les Veilleurs parsèment le monde. L'énergie destructrice qui continue d'émaner de ces colosses figés est convoitée par le royaume de Solaris et ses sombres desseins. Conscient du danger des Veilleurs, Nier, un jeune guerrier solitaire, se dresse face à l'armada de Solaris. Son chemin croisera celui de nombreux alliés et ennemis sans jamais se détourner du même but. Empêcher qu'une guerre contre le ciel supérieur n'éclate. Alors oui, là je pense que ça ne va pas énormément vous parler, mais c'est un pur manga d'aventure et de baston. Voilà, principalement c'est ça qui en ressort le plus, les combats sont absolument sublimes. En tout cas, même si l'histoire ne vous plaît pas, n'hésitez pas à aller juste feuilleter des planches de ce manga qui sont absolument magnifiques. Pareil, j'ai rencontré l'auteur qui m'a dédicacé mon tome 1, il est super sympa et ça m'a donné encore plus envie d'avoir le prochain tome dans les mains, sachant que du coup il y a le 7ème qui vient de sortir, donc maintenant il va falloir s'armer de patience pour la suite. Un manga dont j'ai fait l'acquisition vraiment tout récemment, il s'agit de Space Punch par l'auteur ZD Corp, du coup français encore une fois. Cette fois, c'est une série publiée chez Ankama, actuellement en cours avec 4 tomes, sachant que je crois que le 5ème devrait plus trop tarder à sortir parce qu'on a commencé à voir sa couverture apparaître sur les réseaux. Donc je me dis, il y a moyen que ça arrive bientôt. On est sur un style de manga, pour le coup, que le synopsis me plaisait pas particulièrement. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à l'acheter parce que je savais que j'avais envie de m'intéresser au manga français, mais comme le synopsis me donnait pas particulièrement envie, j'étais un peu en mode... j'ai un peu traîné. Sauf qu'au final, je me suis fait happer de fou malade par l'histoire, alors qu'on est sur une grosse rivalité police-gang un peu, on va dire, et qu'en plus il y a une dimension boxe. Moi je suis pas du tout manga de sport, j'ai juste regardé quelques animés. Tous les mangas de sport que j'ai commencé, ça m'a finalement pas trop plu, donc j'ai fini par les revendre parce que je préfère en animé, je trouve ça plus intéressant. Et là pourtant, pépite, franchement j'ai trop kiffé, c'est pas celui qui ferait partie de mes histoires préférées françaises, justement parce que c'est pas les thématiques qui me plaisent le plus, mais franchement c'est super bien réalisé et si vous aimez ça, je ne doute pas une seule seconde que vous allez kiffer l'univers. Pour l'histoire, à Mirai City, où la mafia collabore avec les forces de l'ordre, Zack, brigadier de police, tente tant bien que mal d'éradiquer la corruption. Son jeune frère, Joe, semble ne pas savoir quoi faire de sa vie. En attendant, il livre des nouilles et subit des humiliations quotidiennes. En chacun d'eux, la soif de justice grandit de jour en jour. Mais la découverte de mystérieux artefacts ayant appartenu à leur père pourrait bien changer leur vie à jamais.
Donc pour les dessins, on va être sur quelque chose d'assez sérieux, je trouve, enfin très adulte. Mais franchement, passer les premières pages, on se fait rapidement au style et au final, je trouve ça magnifique. Et surtout l'auteur arrive à nous faire des doubles planches absolument sublimes, surtout dans les combats. Voilà, ce style de planche, franchement sublime, même quand c'est pas des doubles planches, il aime bien zoomer sur le visage et les expressions des personnages pour vraiment transmettre les émotions et ça marche super bien. Et je sais pas, je trouve vraiment ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire quand tu tombes sur une page comme ça te subjugue un peu et ça magnifie l'histoire. Donc franchement, petite histoire de gangs qui se battent pour une ville, de la police corrompue, des frères qui ont tous les deux une envie de justice mais qui n'est pas la même entre guillemets. Enfin en tout cas il y a une certaine rivalité entre les deux frères. Bref, 4 tomes, je les ai trouvés absolument superbes, je les ai dévorés en une seule soirée. N'hésitez pas à vous pencher encore une fois sur ce titre. Ensuite, chez Glénat, on a Red Flower Stories de Louis qui nous a été sorti l'année dernière. Alors actuellement, il n'y a qu'un seul tome de sortie, mais le deuxième devrait arriver pour septembre-octobre, il me semble, si tout va bien. Et franchement, j'attends la suite avec beaucoup d'impatience parce que la fin était vraiment incroyable. C'est un univers pareil que de base me faisait pas particulièrement envie parce que ça reprenait les contes africains et pour le coup c'est vrai que je n'y connais absolument rien. Mais finalement la lecture de ce premier tome m'a complètement happée. De plus depuis la Japan Expo j'ai mis la main sur Red Flower Stories qui sont 2 tomes qui ont été sortis en auto-édition par l'auteur qui permet d'approfondir un peu l'univers qui franchement sont vraiment cool. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup plus sur certains personnages notamment Anansi. Et pareil, trop bien. Franchement, je kiffe. Comme je le dis, en fait, ce qui me séduit aussi dans ces mangas français, c'est le fait que c'est quelque chose que du coup on ne retrouvera jamais dans une histoire japonaise. Et du coup, c'est un pur kiff. En termes de dessin sur Red Flower, on va être là-dessus. Donc c'est super intéressant parce que du coup, on va suivre des personnages d'ethnie africaine et c'est vraiment super beau les dessins apportés notamment genre aux cheveux et tout, c'est vraiment magnifique et j'aime énormément la diversité, vraiment il y a des personnages de toutes les formes, de toutes les tailles et c'est super beau à voir. Et même si c'est pas ce qu'on va voir le plus, il y a quand même de très très belles scènes de combat qui sont bien dynamiques, donc pour moi c'est encore une fois une très belle réussite. Et comme j'ai dit, la fin du tome 1 donne absolument envie d'acheter le tome 2 le plus tôt possible. Maintenant, on va passer à 4 mangas chez Kana. Voilà, Kana a mis un gros coup de boost sur les auteurs français, ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire, moi je suis trop contente. Et du coup, je vais commencer avec Silence de Johan Vornier, qui est actuellement en cours avec 3 tomes. Qui a l'air quand même de se continuer généralement. Il faut savoir que quand un auteur français signe dans une maison d'édition, c'est minimum 4 tomes où ça doit être clôturé. Mais là, ils ont annoncé que par exemple, ça durait plus que 4 tomes. Donc ça, c'est vraiment super cool parce que de toute manière, actuellement, il y a 3 tomes de sortie et ça pourrait pas se terminer sur un seul tome. Il y a encore trop de choses à développer. En termes de dessin, on est là-dessus. Donc les personnages ont une forme de visage qu'on voit pas souvent, je trouve. Il y a un style assez particulier, mais sinon le détail sur les planches en termes d'arrière-plan et même du bestiaire est vraiment super cool. Je trouve vraiment les planches magnifiques, notamment là à chaque fois l'effet de neige en arrière-plan, c'est vraiment super joli. Pour le synopsis du coup, c'est notre folklore est rempli de monstres qui apparaissent une fois la nuit tombée. Depuis que le soleil a disparu derrière de mystérieux nuages, notre monde est plongé dans une obscurité permanente. Nos moyens de subsistance se raréfient. À l'extérieur, les créatures prolifèrent et nous chassent. Notre seule chance de survivre, se cacher et rester en silence. Donc on va suivre un village entier qui est complètement, qui vit en autarcie en fait, qui vit complètement coupé du reste du monde. D'ailleurs, ils sont persuadés d'être les derniers survivants sur Terre. Et du coup, on va suivre leur quotidien, comment ils font pour survivre dans ce monde. Comme vous vous en doutez, la dynamique de groupe est super intéressante à suivre. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand il y a énormément de personnages, qu'on peut les identifier au premier coup d'œil. Et il y a les liens, en fait, les liens qui se créent dans ce style d'histoire sont généralement super intéressants à suivre. Alors forcément, on a des personnages qui prennent plus le pas que d'autres. On a forcément nos héros, nos protagonistes principaux. Et franchement, je les aime tous. Il n'y a vraiment aucun personnage que je me dis « Ah, lui n'appartient rien à l'histoire ». Donc pour moi, Silence, pareil, c'est une très belle réussite. Notamment, ce que j'adore aussi, c'est la partie bestiaire.
Voilà la partie bestiaire qu'on peut retrouver à la fin, où en fait chaque créature qu'on va retrouver dans Silence vient du folklore français, voilà, vient d'histoires françaises qui se transmettent de génération en génération, voilà les petits contes qui peuvent nous être racontés en tant qu'enfants. Alors pour le coup, moi, pour l'instant, toutes celles qu'il a présentées, je les connaissais pas, mais du coup, je trouve ça grave intéressant qu'il y ait cette particularité, parce que ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses sur notre pays et notre folklore, donc franchement, pour ça, c'est un grand plus pour moi. Bref, vous l'aurez compris, j'aime Silence, peut-être juste, si vous vous lancez dans la série, les covers ont tendance à un peu spoiler, notamment la couverture du tome 3, donc je vous conseille de pas forcément la regarder, sinon ça risque de vous gâcher la lecture du tome 1. On continue cette fois avec Gillian Cabaret, connue sous le nom de Cab, qui collabore avec une dessinatrice italienne du nom de Federica Di Meo, qui nous ont sorti du coup Onera, qui est actuellement en cours en 4 tomes. Alors il faut savoir qu'ils nous ont annoncé que les 4 premiers tomes du coup correspondaient à un arc narratif et qui reviendrait avec un deuxième arc, mais que le deuxième arc devrait mettre pas mal de temps à sortir. Voilà, ils nous l'ont annoncé sur Instagram, je crois il y a 2 ou 3 mois, voilà, ils ont dit on va revenir, mais on veut faire les choses bien, donc ça risque de prendre du temps. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a également une page web qui est consacrée à Onera et à tout son univers. Je trouve ça super complet et super intéressant à suivre, surtout que l'univers est ultra badass. On est sur un peu de la dark fantasy vraiment magnifique en fait en termes de dessin. Franchement, on se prend une énorme claque. Et c'est également très sanguinolent. Voilà, si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin parce que du sang, vous allez en voir couler des litres et des litres dans ce manga. Voilà pour quelques scènes de combat et notamment les personnages non humains qui peuvent être représentés. Franchement, je trouve les planches absolument sublimes. Et du coup, concernant l'histoire, il est temps pour vos cauchemars de ressentir la peur. Sortis des tréfonds de nos esprits, les cauchemars ont pris vie. Animés par leur seul désir d'éliminer leur hôte, ces monstres aux multiples formes sont devenus un fléau à éradiquer. Devant cette menace grandissante, le caste des épères s'est vu érigé en bras armés de l'église afin de se dresser contre les créatures des songes. Aran Eos, la tristement célèbre Croque-Mitaine, est l'une de ces épères. Tout en affrontant les cauchemars, elle devra faire face aux tumultes grandissantes au sein de l'église et de sa caste, lequel menace désormais le secret qui entoure son enfant. Donc on a des très très belles relations qui sont développées sur ces 4 tomes. Franchement, juste pour la beauté de l'œuvre, je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil. C'est un gros manga d'aventure et il y a un peu de psychologie aussi, et comme j'ai dit, de dark fantasy. Franchement, j'ai trouvé cette œuvre absolument sublime. D'ailleurs, j'ai un énorme shikishi de l'œuvre tellement je suis beaucoup trop fan. Et d'ailleurs, concernant l'auteur Cab, il a également collaboré avec un autre artiste qui s'appelle KTA sur un one-shot qui s'appelle D'encre et de feu, qui est sorti chez H2T. Pour l'instant, je me le suis pas encore procuré, mais c'est prévu au programme parce que j'aime pour l'instant énormément l'univers qu'il a fait dans Onera, donc j'aimerais beaucoup me pencher sur une autre de ses œuvres. Toute nouvelle autrice, il s'agit de Tipiou, qui nous a sorti Les Héritiers d'Agion, sorti seulement en juin, donc voilà, donc c'est vraiment très très récent. J'ai dévoré son tome, je pense qu'il y a énormément de potentiel à cette œuvre, franchement j'ai beaucoup aimé. Le style graphique des visages me plaît pas des masses, mais tout le reste me plaît, donc c'est pas grave. Donc voilà notre protagoniste, voilà, je suis pas forcément très fan en fait de son visage et tout, mais à part ça, j'aime beaucoup le reste. J'aime beaucoup comment elle joue avec le dessin des cases et des trames, franchement je trouve ça assez cool. Et j'aime beaucoup sinon son style de dessin, voilà, quand il nous propose des dessins comme ça, je trouve ça très très stylé. Donc cette fois pour cette œuvre, on va suivre une histoire de vie et de mort qui s'entremêlent étroitement. Au royaume de Tyriadoc, chacun a droit à une seconde vie en cas de mort précoce. On appelle ça l'Èdre. Parfois la mort est si violente que la renaissance en devient désastreuse. Elle engendre la naissance de maudits, des monstres créés à l'image de leur trépas. Il existe une exception à l'Èdre, les nouveau-nés. Trop faibles et trop purs, ils ne ressuscitent jamais. Jamais, sauf Adalise, la fille du roi. Elle inspire la crainte et la haine auprès de son peuple, lequel l'a surnommée la princesse cadavre. Mais Adalise ne désire qu'une chose, retrouver sa mère disparue et comprendre le mystère entourant sa mort-naissance. Donc franchement, on est sur un gros mystère qu'il faut réussir
à résoudre. Et pour l'instant, l'histoire m'a vraiment bien happée. Je trouve ça assez cool. Du coup, notre protagoniste Marnie Lark, il va y avoir pour l'instant des petites histoires qui vont être racontées. Les bases sont bien posées. Et moi, ça m'a vraiment convaincue. C'est vraiment une belle découverte. Ouais, voilà, j'ai vraiment mis la main dessus fin juin, juste avant la Japan Expo. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Je saurais pas dire ce qui m'a le plus conquis en fait. Je sais pas, en fait ça s'est lu vraiment d'une traite. Il n'y a pas eu, je me suis pas posé de questions. J'étais vraiment happée par l'histoire. Et pour moi c'est ça qui fait que c'est un très bon manga. Donc bien sûr vous en doutez, ça vient tout juste de sortir, donc il n'y a qu'un seul tome. Va falloir attendre pour la suite. Et sinon, concernant l'autrice, elle a également sorti un one-shot qui s'appelle Ada, qui apparemment reprend pas mal des codes de ce qu'a donné du coup les héritiers d'Agion, qu'elle a sorti en auto-édition. Et elle a également sorti 2 autres one-shots que pour le coup je ne connais pas du tout, type Utopia et Le Roi des Chapeaux. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je pense que je me fournirais peut-être Ada, vu que c'est ce one-shot qui a posé les bases pour ce manga-là, donc je vais peut-être essayer de me le procurer, histoire de voir ce que ça donne. Et sinon, pour la petite histoire, faut savoir qu'elle est allée au Japon pour demander conseil aux éditeurs japonais pour comment être publiée, et elle a même fait partie des 8 finalistes d'un concours organisé par le Jump Plus. Et du coup, il semblerait qu'en parallèle du manga qu'elle sort du coup chez Kana, chez nous, elle aurait peut-être aussi un projet actuellement en cours avec la Shueisha. Donc va falloir suivre cette autrice, je pense, de près. Ensuite, on termine chez Kana, pareil, avec une sortie toute récente. Il s'agit de la boutique d'artefacts sortie par Pacha et qui est du coup actuellement en cours avec un seul tome. Pour le coup, j'ai pas beaucoup d'informations sur l'auteur. Je l'ai vu de loin à la Japan Expo, mais du coup, j'ai pas discuté avec lui, donc je sais pas particulièrement. Mais j'ai pas mal aimé son histoire, surtout que ça se déroule à Paris. Et franchement, j'aime pas mal le synopsis de base. Le tome 1 était cool, ça a posé les bases, mais c'est vrai que j'en attends encore un peu plus. J'ai hâte de lire la suite justement pour voir si ça m'accroche vraiment. Mais du coup, pour la petite histoire, métro, boulot, dodo, vous n'en avez pas marre de cette vie. Une vie faite de sacrifices, de dur labeur, tout ça pourquoi? Vous méritez mieux. Et si je vous disais que vous pouvez reprendre votre vie en main, que voudriez-vous? Un meilleur poste, trouver l'amour de votre vie, ou carrément guérir d'une maladie incurable? C'est désormais possible. Pour cela, n'hésitez pas à passer dans l'une des nombreuses boutiques d'artefacts de Paris. Les objets magiques qu'elle renferme sont la clé d'un avenir radieux qui vous tend les bras. Post-scriptum, la boutique du 6e arrondissement est momentanément fermée. Donc en fait, on va suivre ce jeune homme qui hérite de la boutique d'artefacts de son oncle qui est décédé récemment. Et pour le coup, on va partir un peu sur une quête de vengeance et aussi une petite enquête aussi. J'ai l'impression que ça va plutôt se diriger là-dessus. Pour l'instant, comme j'ai dit, c'était très très cool. Le dessin est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé les premières pages là qui sont en couleur. Franchement, je les trouve assez stylées et ça fait vraiment bizarre de voir Paris en manga. Mais du coup, en termes de dessin, je trouve que ça se rapproche vraiment d'un style japonais, en tout cas pour notre protagoniste principal. Voilà pour quelques illustrations, quelques planches du manga. Donc comme je vous l'ai dit, celui-là il m'a plu, mais c'est vrai que j'attends la suite pour vraiment me faire un avis définitif. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a pas que des auteurs français, comme je le disais au début de la vidéo. On a de plus en plus de mangaka européens en général. Et du coup, je vais vous parler de quelques-uns que je possède dans ma mangatech. Tout d'abord, je vais vous parler de Green Mechanic, qui a été un énorme coup de cœur pour moi l'année dernière, je crois, même peut-être plus maintenant, il y a peut-être 2 ans maintenant que je le possède, Green Mechanic, qui et du coup par l'autrice Yamishin qui est suisse, qui du coup est publiée chez Kiun, et sa série est actuellement en cours avec 7 tomes. Le 7e tome il est sorti il y a longtemps maintenant, j'avoue que j'attends la suite avec encore une fois beaucoup d'impatience parce que elle a des super bases, je sais pas. Je me suis fait happer alors que pareil c'est du post-apo et moi de base c'est pas un style qui me plaît particulièrement, mais que ce soit les dessins ou l'univers, j'ai vraiment tout kiffé. Je trouve que ça monte vraiment crescendo dans la série. Les premiers tomes n'avaient pas non plus des masses emballées, le premier et le deuxième, mais vraiment au fur et à mesure de ma lecture, mon plaisir montait, était exponentiel à ma lecture. Donc je vous la conseille fortement et surtout de vous intéresser du coup à plus qu'un tome. Poursuivez la lecture, vous allez voir, vous en aurez pour votre argent. Green Mechanic, ça parle de quoi? Les êtres humains ont fait de leur planète un désert couvert d'ordures. Le seul endroit habitable est la mégapole, ville géante où s'entassent hommes et robots, ainsi que les mystérieux ersatz, créatures monstrueuses pourchassées par la milice.
Dans ce monde en perdition survit Misha, jeune orpheline au don d'empathie surdéveloppé. Incapable de contrôler sa capacité à lire les émotions des autres, elle se tient à l'écart de ses semblables. C'est pourtant grâce à ce pouvoir qu'elle trouve Reborn, un robot morphing errant sans mémoire au milieu d'une décharge. Cette merveille technologique est capable d'adopter n'importe quelle apparence. Sans hésiter, la jeune fille lui fait prendre la forme de Michael, son meilleur ami, dont elle est sans nouvelles depuis qu'il a été enlevé par un groupe d'ersatz il y a 10 ans. D'où viennent ces créatures? Que deviennent ceux qu'elle capture? Nul ne le sait. Pour retrouver son compagnon, Misha rejoint les renforts, un groupe de guerriers et d'enquêteurs hors pair. En échange de leur aide, elle met à leur service ses capacités psychiques et son aptitude à faire de Reborn une arme surpuissante. Le combat pour la vérité commence. Et du coup, l'autrice s'est fait connue en participant au tremplin Kiwoon, qui du coup est un concours à destination des auteurs. Et du coup, elle l'a remporté et c'est pour ça qu'elle a été publiée chez eux, ce dont je suis absolument ravie. Donc en termes de dessin, on va être là-dessus. J'aime énormément le chara-design de notre personnage principal et du coup du robot qui devient un peu son compagnon. Mais du coup, c'est un univers vraiment pas tout blanc. Voilà, il y a vraiment un côté noirceur, un côté un peu dark qu'on va vite avoir dans l'histoire. Mais vraiment, ouais, les dessins, je les trouve vraiment absolument super cool. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil à Green Mechanic. Franchement, on s'ennuie pas du tout dans la lecture. On enchaîne les tomes à une vitesse folle. Seulement 7 tomes pour l'instant. J'ai vraiment envie que la suite sorte très très vite parce que vraiment, lui, je sais que c'est un manga qui restera dans ma mangatech à vitam aeternam. Il est vraiment trop trop cool. Que ce soit les dessins, l'histoire, vraiment, on est happé dedans de fou. Une découverte un peu plus récente, il s'agit de Sleepy Boy qui est sorti l'année dernière chez Ankama. Cette fois, il s'agit d'une autrice allemande qui s'appelle Marika Herzog, connue sous le nom de Demonia Child sur Instagram. C'est un univers que j'adore, c'est un petit côté un peu dessin animé de notre enfance, je trouve, en termes de dessin, mais je trouve ça vraiment très très cool comme univers. C'est assez fourni pour l'instant. Franchement, le deuxième tome qui vient de sortir du coup pour la Japan Expo m'a vraiment convaincue. Donc pour moi, ça c'est une série que je verrais de fou adapter en animé, voire même plus peut-être en dessin animé. C'est pas... Enfin, j'ai pas envie de dire c'est pas mature, mais je sais pas comment expliquer. En fait, il y a une petite vibe un peu jeune. Mais ça n'empêche que l'histoire est vraiment super cool à suivre. En termes de dessin, on va être là-dessus. Je trouve ça vraiment trop cool. Tous les chara-design sont très sympas. Et du coup, on va être dans un monde réaliste, mais avec vraiment des mondes qui fusionnent un peu les uns avec les autres. Et ça donne ce style de planches qui sont vraiment très très rigolotes. Et du coup, on a ce style de planches qui sont vraiment très très jolis. J'aime beaucoup, comme je disais, le chara-design, surtout des petits fantômes là, comme ça, des petites ombres. Je le trouve très très cool. Du coup, pour l'histoire, on va être sur Nate est un garçon ordinaire, sauf quand il dort, ses cauchemars prennent vie. Le jeune homme abuse du café pour rester éveillé et ne pas mettre sa famille en danger, mais à la suite de l'apparition d'horloges volantes, d'étranges créatures envahissent le monde et les humains tombent peu à peu dans un sommeil profond. Tous ces phénomènes seraient-ils liés? C'est ce que Nate va découvrir. Donc voilà, on est vraiment pareil sur une petite aventure, du coup sur un... Je sais pas s'il est collégien ou lycéen, je sais pas, mais il est quand même relativement jeune. Et franchement, ça m'a vraiment bien plu. Mais du coup, pour le côté enfantin, en fait, je disais plus ça parce que par exemple, le méchant, ça va être quoi? Ça va être un lapin, ça va être des hiboux. Voilà, ça va être ce genre de choses qui fait que du coup, je trouve que ça a une petite pointe enfantine. Mais ça n'empêche de prendre absolument du plaisir à la lecture. Franchement, les personnages sont bien construits et tout. C'est pas hyper profond comme on peut avoir par exemple dans Onera avec des personnages super développés. Mais ça reste une lecture divertissante, très 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 sympa. Donc si vous aimez ne pas vous prendre la tête et avoir des univers un peu parallèles comme ça, eh ben, je vous le conseille. Chez Glénat, on a une autrice cette fois espagnole qui s'appelle Ana C. Sanchez, qui pour le coup a sorti plusieurs œuvres chez eux, notamment Sirius et Alter Ego. Mais moi je l'ai rencontrée, moi je l'ai connue via Limbo, qui pareil est un peu un fantasme d'adolescente qui prend vie. Voilà, c'est tout à fait le style d'histoire que je pouvais me faire dans ma tête avant d'aller dormir. Et du coup, ça a été un pur kiff de découvrir ce titre, que d'ailleurs je ne dois jamais passer sur aucune autre chaîne. Donc, actuellement, il n'y a qu'un seul tome de sortie et j'attends encore une fois la suite avec beaucoup d'impatience. Aurora Edelweiss, presque 16 ans, a un don, elle peut voir les esprits des morts et même interagir avec eux. Elle se sert de son pouvoir pour enquêter sur les phénomènes surnaturels et en particulier sur des mystérieux objets nommés essences de l'âme. Un jour, alors qu'elle tombe sur un monstre terrifiant et qu'une inconnue s'interpose, Aurora est projetée dans les limbes. Elle y découvre alors la vérité sur les essences de l'âme.
La jeune fille décide de partir en quête de celle-ci sans se soucier de se mettre en concurrence avec les anges qui poursuivent le même but. Elle s'empare d'ailleurs d'une première essence sous les yeux de l'inconnu et ne s'attendait évidemment pas à la retrouver dans son lycée. Liesa, c'est son nom, semble bien décidée à faire payer à Aurora son mauvais tour. Donc, en termes de dessin, on va être là-dessus. Franchement, le style me plaît énormément, je trouve. Et j'aime beaucoup les différentes ambiances d'une page à l'autre. Franchement, je trouve ça assez cool que du coup, il y ait par exemple des pages tout en noir comme ça. C'est assez dur de vous montrer des planches sans vous spoiler avec ce manga, mais je vous invite à le lire si le synopsis vous donne envie, bien sûr. Encore une fois, il y a un petit côté un peu adolescent dans ce titre. Voilà, où il n'y a pas forcément énormément de maturité. On suit des lycéennes, etc., qui vont du coup se lancer dans des quêtes un peu sur ces essences d'âme. Mais franchement, c'est plutôt intéressant la dynamique entre les différentes amies qu'elle peut avoir, etc. C'est une orpheline qui vit seule du coup à 16 ans dans un monde européen. C'est franchement assez intéressant, plutôt bien écrit, et du coup ça me donne envie de lire la suite. Une petite nouveauté qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. D'ailleurs, il y a le tome 2 qui est sorti très récemment aussi. Il s'agit de Urbance, c'est publié chez Ankama, et cette fois on va être sur un auteur canadien, même si son nom ne le laisse pas deviner, vu qu'il s'agit de Joel Dos Reyes Viegas. Je sais pas comment ça se prononce, désolée si je le massacre. C'est une œuvre très particulière, déjà juste par son chara-design. Voilà, en termes de dessin, on va être là-dessus, les personnages et tout, je trouve qu'ils ont plus un peu une dégaine BD. Et du coup, c'est vrai que je verrais plus ça en couleur dans un plus grand format qu'en format manga, mais bon, c'est assez surprenant. C'est en lecture française, par contre, le rythme. D'ailleurs, c'est souvent le cas sur Ankama, ils mettent souvent pas le sens de lecture japonais comme on peut avoir l'habitude. Et pour l'histoire, pareil, on est sur quelque chose de totalement différent de ce qui se fait d'habitude, ou en tout cas de ce que moi je lis d'habitude. La guerre des sexes est déclarée. À Néopolis, un virus affecte l'ensemble de la population depuis sa naissance. Tout plaisir charnel est formellement interdit car mortel. Éduqués dans la haine du sexe opposé, garçons et filles vivent séparément par un mur. Mais l'apparition du N-dorphine, une drogue révolutionnaire, vient rompre le statu quo. Bien malgré eux, Kenzel et Lesia, deux dissidents que tout oppose, vont se retrouver mêlés à une guerre de clans sans merci et devront faire face à une réalité qui les dépasse. Alors de base, ce titre ne me faisait absolument pas envie, mais comme vous pouvez le voir, ils ont fait un prix très spécial pour le premier tome qu'ils ont fait à 5€, et en plus je l'ai trouvé en occasion. Donc il m'a vraiment pas coûté cher, donc j'ai dit allez, laisse-lui une chance et tout, surtout que c'est la première œuvre canadienne dont j'ai connaissance personnellement. Et c'est vrai que ça reste très très spécial, j'arrive vraiment pas à me faire un avis avec un seul tome, va falloir que je me procure le deuxième pour savoir si j'ai envie de continuer. Mais l'univers est tellement, comme j'ai dit, particulier, j'ai tellement pas d'autres titres qui ressemblent à ça dans mon mangatech que je serais tentée de lui laisser une chance pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. Mais comme je dis, voilà, c'est pas mon style de lecture habituel, mais je pense que certains d'entre vous seront conquis par ce type de titre. Cette fois, je vais passer sur des plus grands titres et on retourne du coup sur du manga français, on va dire. Déjà avec Antoine Doyle, aka Monsieur Tran, qui du coup a fait ces deux one-shots chez Glénat, qui sont Jizo et Ningyo. Ce sont des œuvres vraiment très sympas. Alors j'ai une grosse préférence pour Ningyo. Jizo, j'ai bien aimé, mais comparé à Ningyo, voilà, j'ai carrément une préférence pour celui-là. Du coup, c'est en collaboration avec une dessinatrice japonaise, pour le coup, donc voilà, donc c'est franco-japonais. Et on va être là-dessus en termes de dessin. Et voilà pour Ningyo. J'aime énormément l'ambiance de ces deux one-shots. Je suis fortement contente de les avoir dans ma mangatech. Pour le coup, j'ai pas voulu lire les synopsis vu que c'est des one-shots et que du coup, je considère que c'est un peu trop spoilant potentiellement. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ces œuvres si ça vous dit. Et sinon, concernant l'auteur, il a fait pas mal de choses. C'est lui notamment l'auteur de la BD Mortel Adèle, qui est extrêmement connue apparemment sur les plus jeunes. Et d'ailleurs, c'est vraiment le format qui maîtrise le plus la BD, même si on le retrouve aussi sur des romans et d'autres mangas. Donc par exemple, en manga, il a également sorti Vida chez Glénat. Et il a sorti d'autres mangas comme For Life, qui est encore une fois une collaboration avec une autre autrice japonaise cette fois. Donc, généralement, il se fait publier uniquement chez Glénat,
Il a notamment For Life qui a été publié, et cette fois c'était en collaboration avec Vanra, en termes de dessin il me semble, et également avec Frederica Di Meo, la dessinatrice de Onera, sur les lapins crétins Luminus. Je ne connaissais absolument pas, mais c'est vrai que c'est un peu plus enfantin, pas For Life, les lapins crétins. For Life, pour le coup, j'aimerais bien me le procurer, c'est en seulement 2 tomes, donc faudrait que je vois ce que ça donne. Pardon, la dessinatrice c'est Vinyu, pas Vanra, c'est quelqu'un d'autre ça. Récemment, on a Louis San, du coup, qui est franco-japonais, qui a sorti son premier manga, voilà, son premier tome, qui est en collaboration avec une dessinatrice japonaise qui, pour le coup, vit en France. En termes de dessin, on va être là-dessus. C'est plutôt joli, ça se lit bien. Il y a pas mal de références à ces vidéos, etc. qui sont faites. Moi, c'est un youtubeur que je suis quand même depuis pas mal d'années. Donc j'avais envie de me pencher sur son œuvre. J'ai participé du coup au crowdfunding qui a été fait. Et du coup, j'ai eu en avance par rapport à la sortie dans les boutiques. D'ailleurs, je sais pas s'il est déjà dispo ou pas. Je vous laisserai vous renseigner si ça vous intéresse. Le premier tome est certes très très classique. Normalement, ce sera au moins 4 tomes aussi. Je pense que même ce sera 4 ou 5 tomes, quelque chose comme ça. C'est un tome 1 tout à fait classique qui pose les bases. Franchement, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être les codes des mangas qui vont être tout ce qu'il aime dans le manga. On le ressent parce qu'il le réutilise dans celui-là. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je sais que ça peut déranger d'autres personnes si c'est un peu trop classique et que ça suit un peu trop les codes. Donc, c'est le plus français des mangas, j'ai envie de dire, en termes de code. Mais pour moi, c'est pas forcément le meilleur, voilà. Ça se voit qu'il se fait un énorme kiff, mais je pense quand même que l'histoire peut avoir du potentiel, donc franchement, j'attends de lire la suite. Et sinon, du coup, j'ai 3 webtoons à vous présenter d'auteurs français. Tout d'abord, on va parler de Mon vœu le plus sincère, qui est publié chez Kotoon par l'autrice Kiri. C'est assez original, c'est assez rigolo aussi, parce que je trouve que le langage utilisé est très jeune. Alors oui, j'ai l'air d'une vieille quand je dis ça, mais c'est vrai que c'est un langage que du coup on ne croise pas du tout dans les autres mangas, et ça m'a fait pas mal rire. Donc là, on est sur un manga humoristique où on suit du coup un génie qui décide d'offrir un seul et unique vœu à une humaine, sauf que tous les vœux qu'elle fait sont complètement nuls. Du coup, il a dit bon, écoute, je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu trouves un truc bien et j'exaucerai ton vœu à ce moment-là. Mais pour l'instant, tous tes trucs là, c'est nul. Donc voilà, donc l'histoire est assez rigolote, assez barrée, donc forcément c'est du webtoon, donc c'est en couleur. Hop, du coup ça donne ça, c'est très coloré, c'est très mignon, c'est assez frais. Du coup voilà, ça va être de l'humour, donc il y a pas mal de planches comme ça avec des dessins un peu enfantins pour rajouter du comique, et ça fonctionne franchement très bien. J'aime bien l'œuvre, mais c'est vrai que je trouve que ça manque personnellement d'un petit quelque chose. Actuellement, c'est en cours avec 3 tomes de sortie, et c'est également en cours, je crois, sur la plateforme Webtoon, ou sur une plateforme en tout cas de Webtoon. Donc j'attends, je pense que le 3e tome, je ne me suis pas encore pris, mais quand je l'aurai, je pense que ça va déterminer si je le garde ou pas dans ma mangatech. Mais c'est dommage parce que je trouve ça vraiment frais et différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc j'aimerais bien quand même l'aimer et continuer, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc qui me freine lors de ma lecture. Mon autre œuvre française qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est Leaf, qui a sorti du coup Because I Can't Love You, qui apparemment a vraiment beaucoup de lecteurs en ligne, et qui du coup ils ont fini par sortir les tomes en papier. Actuellement, il y a 3 tomes de sortie chez K-Factory. Franchement, le style graphique, pareil, me plaît énormément. Donc on va être là-dessus. Donc il n'y a pas non plus énormément de détails en termes d'arrière-plan, etc. Mais on se concentre surtout sur les personnages, même s'ils ont une forme de visage un peu spéciale. Mais à part ça, ça reste très cool. Donc, voilà, pour quelques exemples de planches. Et cette fois, vraiment, on va suivre toutes les histoires de tout un groupe d'amis. Il y a énormément de personnages. Du coup, je trouve vraiment que les 2 premiers tomes sont assez perturbants parce que il y a tellement de gens que c'est très difficile de s'y retrouver. On se perd pas mal. Mais du coup, ça rend l'histoire plus complexe et plus intéressante à suivre, je trouve. Donc vraiment, à partir du tome 3, là, j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir dans ma lecture. Et heureusement, pour ne pas se perdre, on a aussi un tableau des relations qui, honnêtement, moi, me sert vraiment au moins 10 fois dans la lecture du tome, tellement je suis
tout le temps perdue. Je me dis attends mais c'est qui lui déjà? Ah oui c'est le frère de un tel qui est meilleur ami de lui et ok, et lui il le connaît de loin parce que c'est le pote et qui est le frère de machin. Voilà, il y a beaucoup de frères et sœurs, il y a beaucoup de meilleurs amis, des amis d'enfance, machin, des gens qui sortent les uns avec les autres, qui sont plus ensemble, c'est des ex, des machins. Donc c'est vrai que ça fait un peu... La tête elle est un peu en train d'exploser au moment de lire ça. Mais en vrai, je trouve ça intéressant parce que ça traite énormément de sujets différents, variés, comme l'homosexualité, comme la dépression, comme le harcèlement. Voilà, il y a vraiment des sujets touchy qui sont abordés pour l'instant de manière très très bien. Donc c'est pour ça que j'aime cette œuvre, même si, comme je vous l'ai dit, elle me retourne un peu le cerveau. Pour finir, je vais vous parler de Distress de l'auteur Totem. Actuellement, 2 tomes sont sortis chez K Factory et en gros ça correspond au premier arc narratif. Du coup apparemment il va y avoir une suite, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que le tome 2 est sorti, qu'on n'a rien eu et pas forcément de nouvelles. Sinon, moi j'aime énormément cet univers, je trouve les graphismes absolument magnifiques. Les chapitres là comme ça, les pages de chapitres en couleur là, c'est magnifique. Ouais, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup trop ce style. Je trouve ça vraiment sympa et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Donc voilà pour quelques aperçus de planches. Et du coup, petit disclaimer, il s'agit d'un boys love, donc attention si c'est pas le style d'histoire que vous appréciez, ne soyez pas surpris parce que c'est vrai que comme ça, on ne dirait pas. Hein. Et du coup, pour l'histoire, Lenny, jeune français récemment victime d'un étrange accident dans lequel il a perdu sa jambe, débarque à Montréal pour poursuivre ses études de journalisme. À l'occasion d'un devoir de classe, il fait la connaissance d'Anoki, un algonquin discret avec qui il doit faire équipe, et insiste pour enquêter sur une légende urbaine. Leur traque les entraîne alors dans une mystérieuse chasse aux monstres. Entre mythes, légendes et faux-semblants, les 2 garçons vont se confier l'un à l'autre. Mais que se passera-t-il quand ils découvriront leurs secrets ? C'est une œuvre qui mérite vraiment le coup d'œil. Je pense que même des webtoons que je viens de présenter, c'est vraiment celui qui m'a le plus plu. Donc n'hésitez pas à voir, parce que moi j'aime beaucoup le côté enquête, voilà, le côté mythe et légende. Il y a vraiment plein de sujets qui m'intéressent à fond là-dedans. Donc comme j'ai dit, la suite m'intéresse à fond. Je pense que c'est possible de le lire en ligne. Il faudrait peut-être que je me renseigne d'ailleurs là-dessus. Mais en tout cas, ce titre clôture ma vidéo présentation de tous mes mangas French Touch. Et comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses qui se font de tous les sujets. C'est vraiment très varié. Il y a du plus jeune, comme peut y avoir des histoires très matures, des histoires réelles, des histoires fantastiques, de la dark fantasy. Vraiment, il y a vraiment de tout qui se fait maintenant en fait dans le manga français et dans le global manga. D'ailleurs, je n'ai même pas encore dans ma mangathèque. Pourtant, les mangas français les plus connus, par exemple, je n'ai pas parlé du coup de Tony Valente avec son manga Radiante, parce que tout simplement, je n'ai pas les tomes. Je n'ai pas non plus parlé de Vanra, qui est une autrice très connue française, qui nous a sorti pas mal de titres. Elle a sorti Mortician, elle a sorti Stray Dog, elle a sorti Red, elle a sorti Ayakashi, Légende des 5 Royaumes. Donc voilà, c'est une autrice qui est quand même assez complète, mais je me suis pas penchée encore sur ses œuvres non plus. Et je pourrais également citer Héritot et Toffer, par exemple, qui sont d'autres auteurs français. D'ailleurs, n'hésitez pas à me conseiller des mangas français que je ne connais pas, ou plus généralement européens, etc. Parce que vraiment, moi, c'est un vrai plaisir de soutenir des auteurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir mangaka en France ou dans les autres pays, mais qui ne pensent pas forcément ça possible. Et même, je pense qu'il faut beaucoup s'accrocher pour réussir chez nous. Mais je pense qu'au Japon aussi, il faut beaucoup s'accrocher. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de les soutenir. Donc, je suis très contente de posséder tous ces mangas dans ma mangathèque. J'espère que la vidéo vous a intéressé. J'espère que je vous ai fait découvrir de belles choses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!